Bonjour à tous. Aujourd'hui un épisode à Revo sur un film de Dario Argento, le réalisateur italien mythique de films d'horreur dans les années 70 et 80. Et le film s'appelle Phenomena. Ça parle d'insectes, alors moi, ça m'intéresse. Je vais pas mettre des images d'horreur, enfin, c'est tout relatif vu la qualité. Je vous préviendrai seulement quand il y aura une seule séquence un peu limite, que je signalerai avant de la placer. Le film commence sur une scène de poursuite où une fille court pour échapper à un tueur qui n'aura pas de mal à la rattraper, au vu du faible cardio de la fille qui passe son temps à s'arrêter pour se retourner. Et puis on se retrouve chez un entomologiste qui fait une interview sur son métier, accompagné d'un inspecteur de police. Ah, j'avoue que c'est une révélation pour moi, professeur. Oui, jamais je n'aurais soupçonné qu'un expert en insectes puisse apporter une aide si précieuse dans une enquête sur un meurtre. Bon, il s'est pas beaucoup renseigné le journaliste, mais il est vrai que l'entomologie médico-légale, ou l'entomologie forensique, qui utilise les insectes et autres arthropodes pour pouvoir tirer des conclusions sur le moment de la mort, commence à être de nouveau très utilisée au début des années 80. De nouveau car la discipline est apparue au XIIIe siècle en Chine et a déjà été utilisée dans de nombreux procès en France au cours du XIXe et au début du XXe. Mais à l'époque des années 80, ce n'était pas aussi utilisé qu'aujourd'hui. Ce n'est pas systématique, mais j'ai pour ma part commis la fâcheuse erreur de me passionner pour la faune parasitaire des cadavres. Faune parasitaire des cadavres ? Très mauvaise utilisation du terme parasitaire. Dans cette faune, ce ne sont pas des parasites de cadavres. Le parasite, c'est un organisme qui tire profit d'un autre organisme hôte pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire, dans une relation biologique durable dans le temps. Ici, il n'y a rien de durable, on est dans d'autres relations de type trophique. On a d'ailleurs 4 catégories de relations trophiques chez les arthropodes qui vont se présenter. Les nécrophages, qui se nourrissent des tissus du corps, surtout des mouches et des coléoptères. Les prédateurs, qui sont aussi des coléoptères et diptères, qui vont se nourrir des nécrophages. Et il y a aussi des hyménoptères parasitoïdes, qui vont parasiter les nécrophages. Il y a les omnivores, des fourmis, des coléoptères, qui vont se nourrir ou sur le corps ou sur les nécrophages. Et enfin, les derniers, les opportunistes, qui arrivent là. Mille-pattes, araignées, colamboles, cloportes et qui vont profiter aussi du festin. Et tous ces insectes et arthropodes n'arrivent pas en même temps. Ils sont attirés par différents stades de décomposition, comme montré sur cette figure. Il y a 4 stades de décomposition, le cadavre frais, puis gonflement, puis décomposition, et enfin squelettisation. Et on voit ici les différentes espèces présentes en fonction du stade. Quand le trait est fin, c'est qu'il y en a peu, et quand le trait est très épais, c'est que la population sur le cadavre est importante. Ici, il n'y a pas d'échelle de temps car la durée de chaque période va varier en fonction des conditions externes, comme la température ou l'humidité. Du coup, le discours du scientifique nous paraît assez confus. Les insectes qui dévorent les cadavres se divisent en 8 groupes. 8 groupes qui se succèdent les uns aux autres, agissant à des moments précis et dans des conditions précises. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Nous les appelons les 8 escadrons de la mort. En premier lieu vient la mouche commune, qui pond ses œufs dans le cadavre en décomposition, et c'est ainsi que le cycle commence. Chaque groupe a une action qui dure 15 jours. Donc 15 multiplié par 8, ça fait en tout... 4 mois. Ok, c'est du n'importe quoi. Le calcul est super bizarre. Chaque groupe d'insectes, chaque escadron de la mort, reste là 15 jours. Et il y a 8 groupes qui se succèdent. Bon, on voit que c'est totalement tiré par les cheveux. Si on regarde de nouveau la figure, il n'y a pas 8 groupes, je sais pas de quoi ils parlent, et de plus leur activité se chevauche dans le temps. Et la durée est variable. Mais écoutons encore ce morceau de science. Ah oui, ça va être là, l'image un peu dégueu. Un crâne et quelques bestioles. Si l'on considère ce crâne, non seulement le cycle apparaît comme complet, mais il semble s'être répété. Ce qui nous amène à... 8 mois. Le cycle se répète une fois. Quoi, les 8 groupes viennent une première fois et ils reviennent à la charge sur le corps. Mais le corps n'a pas du tout le même stade. Donc c'est pas possible. C'est totalement débile, mais ça permet aux flics d'avoir une date de la mort. À emballer ses pesées. Donc ça fait 8 mois qu'elle est morte. Plus de 240 jours. Et sur le crâne, il y a encore de la viande. J'ai du mal. Alors, en fonction des conditions de température d'humidité, je l'ai déjà dit, la décomposition peut être variable. Mais regardez un cochon. Au bout de 42 jours, soit 1/6 du temps énoncé ici, le cochon est totalement lavé, il reste plus que le squelette. À mon avis, au bout d'8 mois, on ne devrait plus avoir qu'un crâne bien blanc. En plus, c'est ridicule, sur le crâne, ils ont juste balancé des asticots, c'est-à-dire des larves de mouches, ça c'est les petits blancs, et les larves d'un coléoptère quelconque, ça c'est les plus gros, un peu orangés. Bon, tout ça est fait pour nous présenter l'alibi insecte, on verra après, et pour nous annoncer la présence d'un tueur en série,
spécialisé dans le meurtre d'adolescentes et qui a eu la bonne idée de s'installer dans la région, en Suisse, près d'un pensionnat haut de gamme bourré de gamines. Pensionnat dans lequel est envoyée notre héroïne, fille d'acteur international, que l'on retrouve dans une voiture avec une responsable du pensionnat et une abeille. Une abeille? Oh, elle va nous piquer, faites attention! Non! C'est crié. C'est une abeille! Je sais que c'est une abeille. Elle ne me fera pas de mal. Les insectes ne me font jamais de mal. Ah, Je les aime. vous les aimez? J'aime tous les insectes. Mais attendez, elle s'est pas fait une petite manucure là sur ce plan? La nuit suivant son installation dans le pensionnat, elle fait une crise de somnambulisme, pendant laquelle elle se fait embarquer par 2 jeunes. Elle a 14 ans. Elle se débat, s'éjecte de la voiture sans blessure, et les jeunes la laissent dans la forêt, sur ses paroles sibyllines. Tu la vois? Elle a pas l'air blessée. De toute manière, on se tire. Ok, la Suisse, c'est pas aussi sûr que ce que je pensais. Et ensuite, elle est entraînée par une guenon qui la conduit chez l'entomologiste qui est son maître. Et chez l'entomologiste, l'ambiance est parfois un peu limite. Donc je rappelle, la gamine a 14 ans. Ce bruit que vous entendez là, c'est le chant de l'accouplement. Vous l'excitez. Sentez-le. si, allez-y, sentez-le. C'est une odeur un peu sucrée. Cette substance est sécrétée par une glande. Son rôle a pour but d'attirer la femelle. Vous excitez notre jeune ami et lui, il fait de son mieux pour vous solliciter. Quand je pense qu'on se connaît à peine. C'est pas la saison des amours. Je comprends pas très bien. Bon, en plus, on est d'accord qu'aucun entomologiste ne penserait qu'une humaine excite un coléoptère. Et lui, ce qui l'étonne, c'est que c'est pas la saison des amours. Ok. Mais casse-toi! Elle rentre apparemment sans encombre à son pensionnat, où elle se retrouve au matin avec des tonnes d'électrodes sur la tête pour faire des expériences. Ah, le pensionnat, c'est plus du haut de gamme, hein, c'est du hyper haut de gamme. Et alors quoi, dès qu'on a la diarrhée, c'est IRM et coloscopie dans l'abri de jardin? La nuit suivante, ça recommence. Crise de somnambulisme sur une musique, disons de circonstance. Oui, c'est bien une luciole qui la conduit à un gant avec des larves qui apparemment lui montrent une fille tuée. Et donc, c'est le gant du tueur, logique. Quand elle l'emmène à l'entomologiste, celui-ci, tel le Christ cosmique des arthropodes, justifie les contacts de la gamine avec les insectes comme ceci. Si vous saviez tout ce que j'ai pu découvrir, des choses que mes confrères considèrent comme absurdes, la perception extrasensorielle, les pouvoirs paranormaux, ce sont des phénomènes parfaitement naturels chez les insectes. De nombreuses espèces communiquent et correspondent entre elles à de grandes distances par télépathie. Ces petites créatures ont d'énormes pouvoirs et je pourrais vous donner une multitude d'exemples. Ah, la télépathie chez les insectes. Vaste sujet. Je ne vais pas m'étendre sur tous les modes de communication à l'intérieur d'une espèce ou entre les espèces d'insectes, mais rapidement il y a la communication chimique, les phéromones par exemple, la communication visuelle, comme la danse des abeilles ou la bioluminescence des lucioles, la communication acoustique, par les chants, et enfin la communication vibrationnelle, c'est-à-dire faire vibrer le substrat sur lequel on est. Mais c'est sûr, pas de télépathie chez les insectes. De retour dans le pensionnat, elle se fait embêter par ses camarades, et elle provoque la survenue de millions de moustiques autour du bâtiment, dans un effet dessin animé assez minable. Et j'aime bien les images des mouches sur les carreaux. Puis elle tombe dans les pommes et se retrouve au lit avec une perfusion. Elle a échappé aux électrodes cette fois-ci. Et puis ça part en cacahuète, la directrice part sur une diatribe religieuse. Folle? Disons qu'elle n'est pas normale, elle est diabolique. Diabolique? Oui. La Bible se réfère bien souvent aux démons en tant que Belzébuth, ce qui signifie le roi des mouches. Regardez-la, la glorieuse reine des mouches.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de normal dans cet endroit? Elle s'échappe avant l'arrivée de l'ambulance de l'hôpital psychiatrique et retourne chez l'entomologiste qui lui montre ce qu'il a trouvé sur les larves trouvées sur le gant. Les larves du grand sarcophage. Un nom bien menaçant et tout à fait approprié à l'insecte qui en a été baptisé. Alors autant vous le dire, ce nom d'espèce n'existe pas. Ils l'ont inventé à partir du nom latin sarcophaga. En français, c'est la mouche grise de la viande, ou mouche damier, ou mouche grise. Ah, c'est sûr que ça fait moins peur que le grand sarcophage. Donc logiquement, il donne une mouche adulte à la fille pour qu'elle rentre en contact avec elle pour la conduire au cadavre des victimes. Mais du coup, c'est quoi le plus débile? Qu'il laisse une gamine partir seule, je veux dire avec une mouche, à la poursuite d'un tueur, ou que la mouche va la conduire par télépathie? Honnêtement, je sais pas quoi choisir. Elle prend le bus pour on ne sait où, probablement un message de la mouche, et elle descend quand la mouche s'énerve. Elle la suit, et il y a aussi une voiture qui la suit. Elle, pas la mouche. La mouche la conduit dans une maison abandonnée, où elle est surprise par un type qui a un comportement tout à fait raisonnable quand on trouve une gamine dans une maison vide. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je suivais un... À d'autres? Dis plutôt que t'étais venu piquer dans la baraque. Non, non, je venais chercher Tu quelqu'un. venais chercher quelqu'un. Allons donc, la maison est vide. Personne n'habite ici depuis que les anciens locataires sont partis il y a au moins 8 mois. La maison est en vente, idiote. Non, je suis désolée, monsieur. Excusez-moi, mais je vous jure, je ne voulais rien faire de mal. Elle s'enfuit. La voiture qui la suivait arrive dans la maison à son tour, et en sort l'inspecteur de police du début qui interroge la brute. Qui êtes-vous? L'agent immobilier. Si vous cherchez une maison, je suis votre homme. Ah, on est bien loin de l'ambiance des émissions de Stéphane Plaza. Mais pourquoi le flic est là? Comment il est au courant? Bah, on le saura jamais. La nuit suivante, sans crier gare, le tueur en série se fait un petit écart à ses préférences en allant buter l'entomologiste. Mais pourquoi le tueur est là? Comment il est au courant? On ne saura jamais. En rentrant, on ne sait comment, la fille va dans une banque pour appeler l'avocat de son père, pour qu'il lui envoie de l'argent pour qu'elle puisse repartir en avion. Il hésite et elle utilise alors des arguments de poids. S'il te plaît, Maurice, je ne veux pas qu'on me tue. Oui, j'ai dit qu'on me tue. Il y a un maniaque qui veut me tuer, Maurice, et il a déjà failli réussir. Bon, le ton n'y est pas, mais l'avocat a l'air d'acheter. Mais l'avocat prévient aussi le pensionnat, et la responsable du début vient la prendre pour l'inviter chez elle pour la nuit, pour qu'elle puisse prendre un avion le lendemain. Bon, évidemment, comme il n'y a personne de sain dans cet endroit... Pourquoi les miroirs sont-ils recouverts de tissu? Je vous ai dit que je ne vivais pas seule. J'ai un petit garçon. Il est très malade. C'est pour son bien que je recouvre les glaces. Il ne veut pas voir sa propre image. Cet enfant me préoccupe beaucoup. Sa naissance a bouleversé ma vie. Tiens, on se demande s'il n'y aurait pas un petit rapport avec le tueur. Et quelle surprise, la responsable pète un câble et assomme la fille. Le flic arrive chez elle juste après, elle l'assomme aussi et l'enferme. Je vous épargne la ficelle scénaristique qui font qu'ils se retrouvent tous les deux dans une sorte de cave, avec tous les cadavres qui mijotent dans un trou, dans lequel évidemment elle tombe pour justifier l'appellation du film d'horreur. Le flic se libère alors qu'il avait l'air d'être un mec plutôt sain, agresse violemment la responsable qui l'avait enfermé. La fille retrouve le fameux gamin qui est effectivement pas à son avantage. Elle prend peur et s'échappe. Mais le gamin, qui est le tueur si vous n'aviez pas fait le lien, essaye de la tuer, mais des mouches viennent à sa rescousse et le blessent et il tombe à l'eau. Elle tombe à l'eau évidemment, il essaye de la tuer, et puis ensuite elle est attaquée par la responsable qui s'est échappée des griffes du flic. Mais elle sera sauvée par la guenon qui se vengera de la mort de son entomologiste de maître. Fin heureuse sur un tas de cadavres. Pour conclure, voilà un film qui se moque des insectes, dont le lien télépathique supposé avec l'héroïne permet au film de s'épargner un scénario intelligent et structuré. On veut amener la fille vers une action ou vers un indice, hop, un insecte lui parle. Ajoutez à cela une recherche superficielle sur l'entomologie forensique pour remplir les trous, et voilà le résultat. Qu'est-ce que ça coûte de contacter un vrai entomologiste pour écrire un bon dialogue lors de l'entrevue avec le journaliste? Vous allez me dire, de toute façon, il part en vrille après avec la télépathie. C'est pas faux. Mais quand on veut être réaliste à certains moments, il faut l'être à fond.